Bienvenue à cette deuxième balado réalisée par le CACI en collaboration avec Concertation Montréal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau deux administrateurs et administratrices qui sont arrivés au Québec à l'âge adulte et qui vont nous parler de leur parcours professionnel, leur expérience en gouvernance. Donc, on va discuter pour la prochaine heure avec Ali et avec Christina. Mon nom est Philippe Massé, je suis conseiller à la concertation et à la gouvernance à Concertation Montréal. Les balados ont été produites dans le but de présenter des modèles de réussite, donc des gens qui siègent au sein du conseil d'administration au Québec, qui nous partagent leur expérience, qui les a amenés à s'engager et également à partager certains conseils avec des personnes qui ont émigré plus ou moins récemment au Québec pour leur faire part de conseils, de réflexions sur la gouvernance, parce qu'on encourage tout le monde à s'investir dans la société québécoise. C'est une bonne manière de découvrir la culture, l'environnement au Québec. Et en faisant partie de conseil d'administration, ça donne l'occasion de soutenir une cause qui nous est importante, en plus de ce qu'on peut faire dans notre travail au quotidien. Donc, je vais commencer avec une première question. On peut y aller avec Christina. Je vais te demander dans un premier temps si tu peux nous résumer ton parcours. Oui, bonjour. C'est un plaisir d'être ici. J'ai arrivé au Canada il y a 10 ans. En fait, je célèbre 10 ans en fin de mai. Je suis originaire de Moldavie. J'ai fait mes études en Moldavie en études économiques et banque et finance. Mais je n'ai jamais travaillé en banque de finance, mais ça m'a donné une très belle fondation pour comprendre les choses. Ma première expérience était dans une petite boîte de consultation pour aider les petites et moyennes entreprises de mettre en place de se certifier pour les standards internationaux en gestion de qualité, genre ISO 9001. Et j'ai travaillé là 2 ans après que j'ai fini mes études. Ensuite, j'ai fait une transition vers le domaine à but non lucratif parce que c'est un secteur très soutenu, principalement de l'extérieur à Moldavie. C'est quand même un grand secteur socio-économique et culturel à Moldavie. Donc, j'ai travaillé à la Fondation Soros en gérant des subventions pour les mass médias locales et organisations culturelles. Et parce que j'ai eu cette expérience dans le domaine privé, mais aussi à but non lucratif, j'ai eu de l'expérience de partir aux États-Unis et de travailler dans une OBNL, une grande OBNL qui offre de soutien aux grandes entreprises américaines pour soutenir leurs initiatives en responsabilité corporative sociale. Donc, je travaillais là et j'ai eu le goût d'approfondir mes connaissances davantage en développement international parce que j'ai eu une expérience de passé, mais je n'ai pas eu de la formation tant que telle. Donc, je continue avec une maîtrise aux États-Unis en politique de développement international. Et au fur et à mesure, donc pendant des années, j'ai aussi postulé pour émigrer au Canada entre-temps. Ça a pris un peu de temps pour avoir mes documents. Mais juste après que j'ai fini mes études, je suis arrivée au Canada. Ici, je fais une transition encore une fois parce que je n'ai pas trouvé un emploi dans mon domaine d'expérience. Mais je me suis réinventée d'une certaine manière et j'ai recommencer un tout parcours professionnel en soutenant l'écosystème de la recherche. Je travaille à l'Université McGill et par la suite à la Ville de Montréal en mettant avec mes collègues en place un carrefour de la recherche urbaine de Montréal pour bâtir des ponts entre les chercheurs et l'administration publique locale. Et par la suite pour MITAX, qui aussi est une organisation qui opère dans l'écosystème de savoir.
Et l'année passée, j'ai fait une transition, encore une fois, un retour vers le domaine à but non lucratif. J'ai commencé à travailler pour une OBNL fédérale qui s'appelle Imagine Canada. Et là, je suis responsable de communication, partenariat, dans le cadre du programme des normes au OBNL. Donc, on offre un agrément pour les OBNL pour ceux qui décident d'avoir une reconnaissance de leur gouvernance, gestion de ressources humaines, collecte de fonds, implication bénévole. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ali, je pense que toi aussi, tu as quand même été dans plusieurs pays avant d'arriver au Québec. Peux-tu nous parler de ton parcours? Absolument. D'abord, merci de nous recevoir. C'est un plaisir d'être ici. Bonjour, Christina. Effectivement, moi, côté formation, j'ai étudié tout comme Christina en finance, donc en administration des affaires. Et ça, au Québec, en fait, à l'Université Laval. Et ensuite, j'ai eu des diplômes en banque, donc en France et puis au Royaume-Uni. Et je suis effectivement originaire d'Afrique de l'Ouest, donc né au Niger, mais j'ai vraiment grandi dans plusieurs pays. Je suis un citoyen du monde. Et donc, une fois que j'ai eu mes diplômes, je suis reparti travailler en Afrique. Et j'ai travaillé dans le secteur financier pendant des années. Dans le secteur financier, donc directement en finançant des entreprises du secteur privé. Et puis ensuite, je suis toujours resté dans cet écosystème-là parce que j'ai dirigé un cabinet qui aidait justement les entreprises à avoir accès à du financement, d'une part, et puis d'un autre côté, je les aidais à renforcer leurs capacités. Parce que on avait constaté, c'est que c'est une chose de faire en sorte que donc les acteurs économiques aient accès à du financement, à du crédit, mais qu'il fallait s'assurer que ces entités-là étaient assez solides pour pouvoir justement supporter le poids de la dette et puis pouvoir rembourser en fait les engagements qu'ils prenaient. Donc, j'ai évolué donc sur une bonne partie du continent africain pendant des années comme ça, parce que au niveau de la clientèle, elle était en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, des partenaires aussi en Afrique de l'Est et tout. Et au fur et à mesure aussi, j'ai pu donc travailler avec ce qu'on appelle là-bas des partenaires techniques et financiers. Donc, pour ne pas le nommer, par exemple, USAID, que tout le monde connaît aujourd'hui, j'imagine, est un acteur avec lequel je travaillais, dans le sens où je voyais comment est-ce qu'il fallait développer des initiatives pour favoriser les investissements du secteur privé. Et à l'issue de ça, voir quels étaient les programmes qui pouvaient être développés justement pour faciliter donc les investissements et puis la création d'emplois dans plusieurs pays en Afrique. Donc l'USAID est un exemple, mais il y a d'autres organismes aussi avec lesquels j'ai travaillé. Et puis entre-temps, j'ai eu l'opportunité effectivement donc de revenir au Canada parce que j'avais donc une sollicitation pour devenir résident permanent. Et donc, j'ai postulé là, j'ai pris l'opportunité au bon. Et c'est un peu comme Christina, en réalité, hein, ça a pris du temps. Et ce qui fait que en 2018, je suis revenu ici. Et c'est là que je me suis donc installé. J'ai navigué dans l'écosystème entrepreneurial dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai rejoint un organisme qui s'appelle Evol. Donc, je suis directeur régional d'Evol, qui est un organisme qui fait du financement. Mais c'est du financement d'impact et qui est plus orienté vers une clientèle qui est soit féminine au niveau de l'actionnariat qui la compose, soit une clientèle où on a des associés qui sont issus de la diversité au sens large du terme. Donc, voilà un peu mon parcours au niveau formation et puis au niveau aussi professionnel. Très bien. Les gens qui nous écoutent, donc qui participent pour certains au programme Je suis présent et je m'implique du CACI, sont aussi des immigrants plus ou moins récents et plusieurs ont, comme vous, là, des carrières dans des domaines très diversifiés. Plusieurs ont eu à faire aussi certains ajustements ou certains sacrifices parce que des fois, on a étudié dans un domaine puis c'est difficile de trouver un emploi, donc on doit retourner aux études ou peut-être faire quelques pas de recul pour identifier d'autres opportunités d'emploi.
Mais vous avez de très belles carrières. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au conseil d'administration? Puis peut-être avec Ali pour commencer, dans quel conseil d'administration tu sièges? Puis si tu peux nous raconter comment tu as pu y accéder. D'accord. Je siège dans 4 organisations. La première s'appelle Inclusio. Inclusio, mais ça, c'est une entreprise en fait qui facilite l'inclusion financière des personnes et puis des organisations qui sont issues de l'immigration ou de la diversité ethnoculturelle. La deuxième, le deuxième organisme où je suis donc présent en tant qu'administrateur, c'est Fineduc. Et Fineduc, en fait, là aussi, favorise la littératie financière, l'éducation financière pour toujours la même population, c'est-à-dire celle qui en a besoin le plus, l'immigration et puis la diversité ethnoculturelle. Donc pour ces deux conseils d'administration, j'y suis un peu naturellement parce que j'ai contribué en fait à les mettre en place. Le troisième organisme, c'est Espace Pivot. Espace Pivot qui est situé à Saint-Lambert et qui permet en fait de faire en sorte que les populations soient mieux donc incluses au niveau social et puis professionnel. Donc l'organisme offre des produits, des services du moins gratuits, des ateliers, des formations, etc. pour que justement il y ait une meilleure insertion professionnelle. Et puis pour finir, je suis donc au niveau du comité finance en tant que membre invité de l'Institut du Nouveau Monde qui, lui, contribue à la participation citoyenne en fait des gens à la vie démocratique. Donc et pour ces deux derniers conseils d'administration, Espace Pivot, c'est après avoir fait des recherches sur Internet et puis je regardais quel était donc l'organisme qui recherchait en fait un membre de conseil d'administration. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai postulé. Et quant à donc l'Institut du Nouveau Monde, c'est à travers en fait le Collège des administrateurs de société de l'Université Laval, qui peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, mais où j'ai suivi une formation et puis qui nous envoyait de temps en temps en fait des opportunités pour siéger à des conseils d'administration. Donc, ce qui moi me guide le plus dans ce que je recherche, c'est une organisation qui partage les valeurs aussi que j'ai. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un bon, on va dire, un bon moyen, en fait, de rejoindre une organisation où on sent que nous sommes alignés au niveau de ce que nous représentons et puis de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons transformer. Et donc, c'est un peu, moi, ce qui m'a guidé. Et donc, quand on regarde tout ça, le dénominateur commun parmi ces organisations où je me trouve et là où j'irai, c'est vraiment l'humain. C'est l'humain qui est derrière tout ça. C'est vraiment ce qui me guide parce que moi, j'ai vraiment la proportion, la tendance à vouloir développer les écosystèmes où je me retrouve. Donc, que ce soit, on parle d'organisation, mais d'ailleurs, il y a toujours l'humain, dans le fond. Merci. Bon, pour moi, je pense que j'étais toujours intéressée du local. Pour m'impliquer local, pour comprendre le territoire dont je vis. D'une certaine manière, j'étais intéressée par ça même à la ville de Montréal parce que on est près de citoyens, de territoires, on comprend les enjeux autrement. Et j'ai cherché en fait de m'impliquer localement dans mon quartier. C'était très important pour moi. Et j'adore mon quartier. Je vis là depuis mon arrivée au Québec, au Canada. J'ai jamais déménagé. C'est un quartier très actif du point de vue communautaire, un quartier très complexe aussi, avec beaucoup d'enjeux. Et alors, je me suis impliquée premièrement comme citoyenne dans différents types d'activités, théâtre citoyen, beaucoup d'activités culturelles, artistiques, qui m'intéressent, donc du point de vue... et ça m'a permis vraiment de comprendre différents enjeux, les dynamiques de quartier, de faire connaissance avec des différentes personnes. Et m'approprier aussi le quartier et ce territoire qui m'accueille d'une certaine manière et qui m'a accueilli. Et l'idée de m'impliquer davantage au sein d'une CA a apparu il y a longtemps, depuis un bout. Mais je n'étais pas prête de début, donc je ne me sentais pas prête et
d'avoir assez racines d'une certaine manière pour dédier du temps additionnel à une cause. Mais l'idée était là. Et je pense que j'ai cherché alors des CA dans mon quartier et c'est comme ça que j'ai trouvé mes CA. Je siège sur deux CA maintenant. Un, c'est un jardin communautaire parce que c'est mon hobby. Je commençais comme jardinier et en fait, on est 55 jardins. C'est un grand jardin, et une mini représentation de la société aussi. Et je suis secrétaire là, donc c'est une très belle expérience, mais très opérationnelle. Donc, on gère, on fait tout, on s'assure que le jardin fonctionne bien. Et le deuxième CA, c'est un organisme communautaire qui s'appelle Go Jeunesse, qui offre de services aux enfants, aux adolescents et aussi aux jeunes adultes. Services d'accompagnement après l'école, aide aux devoirs, activités éducationnelles, sportives, en fait, pour soutenir ces jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir. Et je trouve la mission très, très belle. C'est une très belle organisation. On le sait, faire partie de conseil d'administration, c'est une expérience qui est bénévole, donc on le fait en plus de notre travail, puis de 2 à 4 conseils d'administration, ça demande quand même un investissement de temps important. Juste pour savoir combien de temps vous considérez mettre dans un mois environ pour vos obligations dans les conseils d'administration? Bon, moi, je dirais que ça dépend aussi de période. Par exemple, jusqu'à maintenant, c'est une période, juste avant la GA, c'est une période très chargée, mais ça dépend aussi de période. Mais tu as complètement raison, c'est une luxe, en fait, d'avoir ce temps. C'est une sorte de privilège de siéger sur une CA parce que tu dois avoir du temps et c'est pas tout le monde a cette capacité ou possibilité. Moi, je disais que, par exemple, pour le jardin, peut-être 10 heures par mois maximum, mais ça dépend du temps. Et pour Go Jeunesse aussi, mais certainement, j'ai jamais en fait calculé, mais sûrement 15 heures par mois, 20, ouais, max, je disais. Ça dépend de période aussi. Donc, il faut bien y penser avant de Oui, s'engager. oui, tout à fait. Parfois, c'est comme on travaille après ton travail. Oui. Oui, c'est vrai, Christina a tellement raison que des fois, effectivement, ça peut prendre du temps, ça peut être chronophage, là, c'est clair. C'est ce qui peut aussi diriger, en fait, la décision que l'on va prendre de rejoindre des conseils d'administration. C'est-à-dire, comment est-ce que les conseils d'administration sont organisés? C'est combien de rencontres il y a, en fait, dans l'année? Tout ça, c'est des questions pertinentes à poser parce que ça permet de savoir est-ce qu'on va s'investir juste dans 1 ou 2 conseils d'administration, mais qui vont nécessiter qu'on y mette beaucoup, beaucoup de temps, ou alors on peut se payer le luxe d'être dans plus que ça parce que en face, on a une organisation qui est, on va dire, structurée, où il y a peut-être une rencontre tous les 2 mois ou ce genre de choses. Donc, quand on prend le temps de cette rencontre-là et puis le temps que l'on prend pour justement travailler en amont et puis parfois en aval de cette rencontre, donc ça nous permet d'équilibrer les choses et puis finalement, parfois, effectivement, faire partie de plusieurs conseils d'administration parce qu'on a justement bien calibré en fait notre intervention à ce niveau-là. Le pire qui puisse arriver, c'est d'être dans des conseils d'administration où ils sont nombreux et puis qui nous demandent beaucoup de choses parce que l'organisation est justement mal structurée ou quoi. Et donc, il faut vraiment intervenir comme il faut, mais bien sûr pas au niveau des opérations parce que c'est pas notre rôle. Et là, moi, je dirais que c'est plus cet équilibre-là que chacun doit avoir, mais en sachant que c'est faire partie d'un conseil d'administration, c'est vraiment de l'engagement parce qu'on n'y va pas juste pour siéger et puis dire qu'on fait partie d'un conseil d'administration parce qu'il y en a certains qui sont guidés juste par ça. Je fais partie d'un CA et puis on va chercher ça. L'autre chose aussi que les gens font parfois, c'est de dire, je vais effectivement, comme tu l'as un peu suggéré tantôt, faire partie d'un CA important et tout. Alors que moi, de mon point de vue, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment déjà, dans un premier temps, savoir qu'on peut y aller graduellement. C'est bon à savoir. Et puis, deuxièmement, de se dire que, qu'est-ce que c'est un CA important? C'est pas forcément parce que c'est un CA
d'une entreprise importante, mais qu'est-ce que ça apporte, ça nous apporte et qu'est-ce que nous on apporte aussi au conseil d'administration. Donc le 10 heures que Christina a mentionné pourrait être peut-être un indicateur, mais ça peut être plus, ça peut être moins, mais après chacun aussi voit ce qu'il a à faire en dehors de tout ça. Je crois que c'est vraiment du cas par cas, mais c'est vraiment important de bien équilibrer en fonction de qui, de ce qu'on a à faire. Et puis, il n'y a pas forcément une réponse exacte à ça. Je crois que c'est vraiment au cas par cas. C'est important de ne pas aller jusqu'à la capacité maximale parce que des fois, on peut avoir une nouvelle opportunité dans un conseil d'administration. Puis c'est dommage de devoir la laisser passer parce que on a déjà tous les conseils d'administration, tout le temps qu'on était prêt à y consacrer et d'utiliser. Et encore aussi, il peut y avoir des conseils d'administration qui demandent en général assez peu d'engagement, mais survient une crise, un départ à la direction générale, la perte d'un partenaire financier. Et là, on se retrouve à passer de 5 heures par mois à 15 heures ou 20 heures par mois. Ça, il faut le prévoir aussi. Absolument. Oui, tout à fait. Ça me fait penser parce que maintenant, on est par exemple au sein d'une DCA, on est dans une planification stratégique et cette période prend plus de temps que d'habitude. Mais il faut vraiment de bien se connaître, comme de comprendre ses propres capacités et de bien comprendre sa motivation et l'intention pourquoi on siège sur un CA. Bien sûr que ça peut varier de personne à personne, pourquoi une personne choisit de siéger sur un CA. Mais il faut bien d'établir cette intention que ça prend d'implication vraiment. Et qu'est-ce qui t'amène à choisir un conseil d'administration? Comment Ali tout à l'heure parlait des valeurs, de l'aspect humain, mais quels sont les éléments qui entrent en considération dans ton choix lorsque tu dis ce CA-là, je vais soumettre ma candidature? Oui, pour moi, c'était dans le cadre de jardin, par exemple, c'était mon hobby. Et c'était une manière additionnelle de contribuer au bon fonctionnement du jardin, parce que si on n'a pas de CAS, on n'a pas d'organisme et en fait, on n'a pas de jardin parce que c'est un programme de la ville et on entre dans un enjeu de gouvernance et en fait, on peut avoir donc des répercussions personnelles parce qu'on ne va pas pouvoir jardiner et c'est important pour nous. Dans le cas de Go Jeunesse, j'étais interpellée par la mission de l'organisation. Je savais que je voudrais m'impliquer localement. J'ai cherché de regarder, quels sont les OBNL dans mon secteur qui recherchent des administrateurs. Et c'est comme ça que je vis à Go Jeunesse parce que je pense que soutenir la relève ou soutenir des enfants, c'est important. Donc, j'ai appris davantage sur la mission. J'ai aussi eu des amis qui travaillaient dans le secteur communautaire dans mon quartier et j'ai fait une sorte de devoir. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils savent sur Go Jeunesse. Donc, j'ai posé certaines questions pour comprendre mieux l'organisme. Et ensuite, oui, j'ai juste fait le saut d'une certaine manière pour soumettre ma candidature et par la suite avoir l'entretien. Et je pense que beaucoup de choses ont ressorti aussi pendant l'entretien parce que tu comprends un peu, donc tu vois un peu la dynamique du CA. Tu rencontres des gens qui siègent sur le CA, c'est une première rencontre, mais ça donne aussi de l'information qui est très important aussi. Et bien sûr que par la suite, quand tu commences vraiment à travailler, tu apprends davantage. Oui, si je peux me permettre, pour compléter, c'est vrai que plus de ça, moi j'avais parlé des valeurs, mais il y a deux éléments aussi qui sont importants, déterminants à mon sens. C'est déjà le domaine d'activité de l'organisation, dans quelle sphère elle évolue et est-ce que c'est quelque chose qui nous parle? Parce que si c'est un sujet ou un domaine qui nous intéresse pas du tout, quand on va siéger dans le conseil d'administration, je suis pas sûr qu'on va apporter quoi que ce soit parce que on est très distant par rapport à ce dont on parle. Donc l'intérêt est important. Et puis le troisième élément, c'est peut-être l'impact. L'impact, c'est-à-dire que
quand on recherche une organisation, c'est quoi l'impact de cette organisation? Comment on l'évalue? Comment il est important pour nous? Et c'est quel impact aussi qu'on peut apporter nous-mêmes au sein de cette organisation-là. Donc, en complétant avec ces éléments-là, je pense qu'en fait, ça peut donner une bonne idée de qu'est-ce qui est vraiment pertinent, en fait, comme élément dans les critères de recherche d'un CA ou d'une organisation pour pouvoir siéger justement au sein de son conseil d'administration. Oui, c'est un excellent point, en fait, de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter, quelles sont nos expériences passées. Peut-être quelqu'un est dans du domaine de finance, en comptabilité, qui peut être un trésorier, qui est très recherché parmi les CA. Et juste de bien comprendre quel genre d'expérience et des atouts on peut apporter à l'organisation. Donc, ça peut aider vraiment. Ça peut être une occasion de mettre de l'avant nos compétences professionnelles, de travailler dans un secteur qui ressemble à ce qu'on fait à tous les jours, mais des fois, on le fait aussi pour soutenir une cause qui touche à nos passe-temps, mais que ce soit le jardinage, la culture. Des fois, on a des proches aussi qui peuvent souffrir de certaines maladies, puis ça nous amène à nous intéresser à des causes qu'on ne connaissait pas beaucoup auparavant, mais on est devenus des experts ou expertes par la force des choses. Donc, c'est ça, il y a plusieurs chemins qui nous mènent au conseil d'administration, mais vous avez souligné aussi l'importance de sentir qu'on peut faire une différence parce que pour un engagement de plusieurs années, d'être autour d'une table en sentant qu'on ne peut pas contribuer beaucoup aux échanges, effectivement, ça doit être quelque chose de difficile. Dans votre cas, combien de temps vous envisagez rester dans vos conseils d'administration? Est-ce que vous souhaitez faire plusieurs mandats? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Oui, dans mon cas, donc on va avoir notre AGA. Je vais continuer mon mandat pour les 2 années prochaines. J'étais déjà 2 années au sein du CA. Et après, on verra. Oui. Un mandat à la fois. Un mandat à la fois, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec ça parce que d'autant plus que plus on avance, plus on se rend compte qu'on est dans un monde plein d'incertitudes et puis qu'il est difficile aussi de se projeter. À l'origine, c'est sûr que si on veut apporter quelque chose, il faut qu'on assure une présence quand même pour un certain temps. Donc ça, c'est comme un incontournable. Mais après, je pense que là aussi, bon, ça peut dépendre. Des fois, on peut être dans un conseil d'administration et puis on se rend compte que, bon, finalement, on n'est pas aussi aligné qu'on pensait, etc. Donc là, on va, au lieu d'insister et puis de rester, ben, c'est mieux de débarquer et puis d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous convient mieux et puis qui convient mieux au conseil d'administration également, parce que c'est pas à sens unique, hein, cette histoire, ça va vraiment dans les deux sens. Donc, mais moi, par rapport à ma manière de voir les choses, en général, c'est plus, je suis là, c'est vraiment pour, c'est clair, apporter du changement et puis de l'implication, et ça prend des fois quand même d'être là sur une certaine durée. Et il y a un aspect aussi que je voudrais toucher, si tu le permets, c'est parce que moi, c'est vrai que j'ai une expérience en fait locale ici, mais j'en avais une aussi là où j'étais en Afrique, dans les domaines où je travaillais. Donc, j'ai siégé dans des conseils d'administration d'institutions financières, parfois en tant que aussi administrateur, mais d'entreprises que j'accompagnais, où ils me demandaient de faire partie de ces conseils d'administration-là. Et là, ça fait que d'un côté, parfois, c'est de siéger dans des conseils d'administration parce que c'est vraiment le domaine d'activité dans lequel on est. Et puis donc, on est sollicité. Donc ça, c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas vraiment guidé par nous, notre désir et tout. C'est plus guidé par notre position. Donc, il faut savoir que des fois, on peut être amené à siéger à des conseils d'administration parce que justement, on a un certain rôle comme acteur économique. Et donc, d'un autre côté, ça peut être parce que, bon, c'est un conseil d'administration où on passe on est dans une situation pour un moment donné, parce que j'ai siégé dans un conseil d'administration d'un établissement scolaire, par exemple. Ben là, on siège là parce qu'on a des enfants qui sont dans une certaine école, par exemple. Bon, on siège dans le conseil d'administration parce qu'ils sont là. Donc, on est là le temps que aussi les enfants sont là. Donc, ça a aussi une durée de vie qui est quand même assez déterminée, on va dire.
Donc voilà. Donc en termes de durée, c'est que là encore, ce que je constate, c'est que on est vraiment parfois dans ça dépend. Tu sais, c'est un peu au cas par cas. Mais l'intention est vraiment d'apporter quelque chose et on ne peut pas le faire juste en quelques mois. Il faut se dire que on est quand même engagé pour des années. Bon, parfois ça peut être un mandat et puis c'est suffisant, mais des fois ça peut être aussi renouvelé. Oui, dans mon cas, ça m'a pris presque un an, juste pour vraiment comprendre l'organisation et de comprendre de quoi il s'agit et de vraiment pouvoir contribuer davantage. Parce qu'au début, je pense que quand on commence même un nouveau emploi, ça prend du temps afin qu'on comprenne les choses, qu'on apprend. Et dans mon cas, ça a été comme ça. Comme après un an, je me sentais, OK, maintenant, je suis plus à l'aise de contribuer, vraiment de mettre les choses en place. Mais la première étape était de vraiment prendre un peu de recul et de comprendre les dynamiques et la réalité du terrain et de l'organisme. Donc, ça prend du temps, mais on doit, comme Ali disait, on doit rester là où on se sent bien et où on aussi, c'est du donnant-donnant de certaine manière, donc où tout le monde bénéficie. Et on fait souvent la comparaison avec l'emploi, mais un emploi en général, on va travailler au moins 35 heures par semaine, sinon plus, mais un conseil d'administration, généralement, va même pas passer de 35 heures de réunion dans une année. Donc, il y a des apprentissages qu'on peut faire en discutant à l'extérieur du conseil d'administration avec des membres de l'équipe ou en lisant de la documentation, mais ça demeure un apprentissage qui se fait moins vite que lorsqu'on a accès à nos collègues, surtout si on travaille en présentiel. Donc, c'est sûr qu'il faut prévoir ce temps-là au début du mandat de bien découvrir le milieu où on arrive et dans certains environnements, ça peut être très, très complexe étant donné le nombre de projets, de dossiers qui sont traités. Oui, tout à fait. Et puis également l'aspect posture, hein, parce que c'est tellement vrai que parfois on rentre dans des conseils d'administration, mais il faut qu'on arrive à réaliser que on n'est pas dans l'opérationnel. Des fois, on voit des administrateurs qui finalement vont aller même jusqu'à faire de l'ingérence, mais c'est pas du tout en fait le rôle du conseil d'administration. Donc on est plus là pour penser stratégie, orientation, etc. Et donc c'est plus au niveau de la réflexion. Après, c'est important qu'on ait aussi des aspects en nous d'expertise en opération, par contre, pour vraiment comprendre les dynamiques de l'organisation et puis essayer d'apporter des solutions par rapport à ce que l'organisation, au défi ou à quoi que ce soit auquel l'organisation va être confrontée. Donc, il faut vraiment comprendre, en fait, c'est quoi le positionnement d'un administrateur versus quelqu'un qui serait au sein même de l'organisation, vraiment purement au niveau fonctionnel, opérationnel. Mais dans certains cas, la même personne comme Christina au jardin communautaire, ben, dans tous les sens du terme, il faut se retrousser les manches au propre comme au figuré. Donc ça, c'est oui. Alors que dans un autre conseil d'administration, là, on peut être amené à son rôle et travailler sur un plan stratégique. Donc, c'est une différence qui est importante, mais il faut changer de posture selon l'endroit où on est. Oui, tout à fait. Côté projection, si vous aviez à dire quel serait votre conseil d'administration de rêve, vous y êtes peut-être déjà, là, c'est possible, mais comment vous définiriez le conseil d'administration de vos rêves? Puis il y a des gens qui vous entendent peut-être qui pourraient vous aider à rendre ce projet-là concret. Bon, je pense que j'ai encore de travail à faire parce que je me mis quelque chose que je voudrais atteindre jusqu'à la fin de mon mandat. Et en fait, pour une des organisations, créer, en fait, ou contribuer avec mes collègues à certaines conditions qu'on prépare, en fait, pour l'organisation d'être soutenable par la suite. Mais dans le futur, j'ai participé à une formation avec le Collège d'administrateurs de sociétés et l'accent a été mis sur les sociétés d'État. Et je n'ai pas connu beaucoup avant parce que c'est un tout spécifique et spécial avec ça.
Mais je me suis dit, pourquoi pas siéger sur le conseil d'administration du CEPAC. C'est une organisation que j'admire et je suis une utilisatrice du service. Je crois dans la mission de cette organisation. C'est aussi un autre domaine qui m'interpelle parce que je ne connais pas trop encore et ça pourrait être une belle expérience d'y contribuer. En fait, je sais que cette organisation, par exemple, ont des représentants de région, mais pas de Montréal, mais il y a beaucoup d'utilisateurs de Montréal et je pourrais aussi contribuer de ce point de vue. Voilà. Puis il y a aussi une loi qui concerne les sociétés d'État qui demande à ce qu'il y ait une représentation de femmes, de jeunes de moins de 35 ans et également de la diversité québécoise. Oui. Oui, mais je pense effectivement les sociétés d'État, ça peut être intéressant parce que c'est clair que c'est un autre écosystème aussi, c'est différent. Donc ce serait, moi je suis curieux de voir comment les choses se déroulent là. Par des formations professionnelles, moi, je suis plus attiré par tout ce qui tourne autour de la finance, etc. Donc, éventuellement, en parlant de structure étatique ou quoi, peut-être l'AMF, là, pour ne pas le nommer, ou bien, je suis aussi attiré par tout ce qui va à l'international. Donc, c'est une organisation qui a un impact à ce niveau-là, serait intéressant. Mais au-delà de ça, je crois que ce que je recherche surtout, c'est de manière absolue, c'est qu'est-ce que je retrouve en fait au sein du conseil d'administration. C'est quel que soit le secteur d'activité ou bien le nom de cet organisme. C'est tous les aspects liés au savoir-faire, savoir-être. Donc, être entouré d'administrateurs qui ont quand même ces trois S-là qui sont prononcés d'une manière où ça permet d'apporter des choses extrêmement positives justement à l'organisation. Et puis, voilà, donc c'est vraiment avoir un groupe qui s'écoute, qui est solide et puis qui apporte des choses. Donc, moi, c'est plus ça que je vais rechercher au-delà, en fait, des noms. Je fais des recherches sur qui compose le conseil d'administration. On pose des questions sur comment ça se passe, c'est quoi l'atmosphère, c'est comment c'est organisé. Il y a plein de questions qu'on va poser comme ça et puis qui nous permettent de nous faire une idée sur justement, comment ça fonctionne, c'est quoi l'état d'esprit, qu'est-ce que ça apporte et tout. Et puis après là, faire le choix et puis avoir plus de chances de ne pas se tromper. Ça me fait penser que chaque CA de rêve est aussi en construction. On construit en fait un CA de rêve parce qu'il ne faut pas lâcher, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, peut-être il y a des améliorations à faire pour améliorer cette culture du CA parce que chaque CA est différent avec ses propres dynamiques, cultures. Mais tout à fait, ça prend de la bonne volonté, de l'implication afin d'assurer un bon fonctionnement d'une CA. Immigrer au Québec aujourd'hui, ça a toujours représenté des défis, mais sans doute encore davantage avec la difficulté de trouver un logement, un emploi, une garderie pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de temps à consacrer sur l'intégration lorsqu'on arrive au Québec et les conseils d'administration, c'est probablement pas la première chose à laquelle on pense. À partir de quel moment, et aussi il faut reconnaître que pour aller dans un conseil d'administration, tu le disais tout à l'heure, Christina, il faut comprendre le territoire, l'environnement dans lequel on est. À partir de quel moment, même s'il n'y a pas un chiffre magique de nombre de mois ou d'années, à partir de quel moment on peut penser rejoindre un conseil d'administration? Quels sont les indicateurs qu'on devrait considérer pour se dire « Ah, maintenant, je me sens prêt à vivre cette expérience? » Je peux y aller. Déjà, c'est vrai que il y a un peu un cycle évolutif dans ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un va arriver, la personne et puis sa famille éventuellement vont d'abord essayer de
de s'installer. Et puis, il y a comme des besoins urgents, primaires, on va dire, qui sont là. Et puis que naturellement, les gens vont essayer de stabiliser tout ça dans un premier temps. Donc, c'est sûr que ça va pas être la préoccupation du premier jour. Et donc, il y aura toute une étape d'abord où justement, ben, de stabilisation, on va dire. Une fois que ça, c'est là, on peut en parallèle, pendant qu'on est dans cette période-là, on peut commencer à regarder, rien n'empêche de le faire. Mais après, il y a même des gens qui sont même pas intéressés, en fait, ça fait partie du Oui. conseil d'administration. On est 8 milliards sur Terre et puis on est tous différents. Donc ça, c'est correct aussi. Moi, ça me dérange pas. Mais si on a cette envie-là, c'est sûr que, bon, la sagesse voudrait que, bon, on assure le minimum, mais que, au niveau de la proactivité, on peut commencer à regarder autour, on peut commencer à se renseigner. Faut pas oublier une chose, c'est que les conseils d'administration, c'est du bénévolat, hein. Alors que quand on arrive, on pense plutôt à recommencer une vie, à avoir donc un rôle en tant qu'acteur économique, à avoir des revenus, à pouvoir supporter ses charges et celles de sa famille, etc. Donc, c'est pas du tout le même niveau. Et puis, il faut qu'on soit tranquille, entre guillemets, à ce niveau-là pour pouvoir bien faire les choses autrement, notamment dans le domaine des conseils d'administration. Donc, moi, je crois que ben, tout ça mûrit et puis ben, à un moment donné, quand on a vraiment certaines choses qui sont acquises, on se sent même plus à l'aise pour pouvoir justement aller ailleurs parce que c'est inutile de siéger dans un conseil d'administration si on se demande comment est-ce que je vais faire pour payer toutes les factures que j'ai, etc. Il faut choisir ses batailles, je crois. Donc il faut un minimum en fait de confort par rapport à ça. Et puis, encore une fois, rien n'empêche de prendre les renseignements en parallèle. Et puis, une fois qu'on a ça, ben là, on peut, à mon sens, on peut s'engager dans la démarche. Oui, tout à fait. Je pense que chaque immigrant est différent avec son propre parcours, avec son propre réalité. C'est très difficile de mettre les gens, donc de comparer les choses. Moi, je peux parler de ma réalité à moi. Quand je suis arrivée, je parlais pas du tout, presque du tout français. Donc, ça m'a pris du temps pour apprendre. Quelques années, expérience, de se reprofiler, de se sentir professionnellement plus enraciné, aussi de vraiment d'essayer de comprendre cette société, son histoire, la culture. Ça prend du temps. Et je n'étais pas prête de m'impliquer du début auprès d'une CA. Par contre, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Ça dépend, bien sûr, comme on le disait, des intérêts des personnes, de leurs capacités, etc. De s'impliquer, si cette idée est là, ou ce désir de s'impliquer éventuellement est là, ou curiosité, d'explorer peut-être un jour en faisant un bénévolat avec une organisation où c'est intéressant. Donc, juste d'explorer au début parce que, en fait, on est prêt quand on est prêt, mais entre-temps, on peut faire une sorte de préparation si, bien sûr, la curiosité est là et le désir est là. Mais pour moi, personnellement, ça m'a pris environ 5 ans de me sentir, OK, maintenant, je suis à l'aise de faire plus que soi. Ouais. Si je peux me permettre, il y a un élément qui me venait à l'esprit aussi, c'est une fois qu'effectivement, comme Christina le dit, on a l'intérêt, qu'on sait qu'on voudrait le faire, bon, on se renseigne, on s'informe, on voit ce qu'il y a au sein de l'écosystème, mais on commence aussi à se créer un réseau pour voir ben, comment justement on peut aboutir à ça et tout. Donc, le réseau, vraiment, c'est la première richesse dans beaucoup de choses, hein. Même au niveau de l'entrepreneuriat, statistiquement parlant, on ne dit pas que c'est le capital qui est primordial. On dit toujours c'est le réseau qui est le plus crucial. Donc, le réseau est fondamental dans ce genre de situation-là. Oui, et peut-être pour quelqu'un qui est prêt et qui est juste arrivé, ça peut être un bel moyen aussi de s'intégrer dans la société. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'ils peuvent essayer juste de son arrivée. Comme Ali le disait tout à l'heure, ben, il y a des gens qui ne
n'ont pas un intérêt particulier pour les conseils d'administration. Puis c'est important aussi de le savoir au début. Absolument. Il y a plein d'opportunités d'engagement bénévole qui existent et certaines ne nécessitent pas de grandes compétences linguistiques ou autres, mais effectivement, ça permet de s'entourer, puis ça permet de discuter avec des gens et d'ouvrir son réseau aussi parce qu'à un certain moment, il faut sortir de la communauté aussi pour aller rejoindre des gens qui appartiennent à différents groupes, peut-être qui vont pouvoir, eux, éventuellement nous aider dans notre intégration, que ce soit à travers l'emploi ou autrement. Vous avez fait référence tous les deux à une formation avec le Collège des administrateurs de société de l'Université Laval. Donc, si vous pouvez peut-être nous dire si vous avez déjà fait de la formation auparavant. Les participants du programme Je suis présent et je m'implique du CACI ont fait quelques formations qui leur a été offertes dans le cadre du programme, mais je suis sûr qu'il y aurait un intérêt pour accéder à d'autres formations. Donc, si vous avez quelques références à partager ou si vous voulez nous parler de vos propres expériences en formation, ce serait apprécié. Mais je peux dire qu'il y a une panoplie d'informations sur la gouvernance en ligne. Maintenant, on est chanceux, on peut accéder dans différentes langues. Et je trouve qu'il y a beaucoup des formations, même gratuites en ligne, gouvernance en 01, juste de comprendre les rôles, les responsabilités des administrateurs, des dirigeants. Donc, des formations au niveau introduction, il y a beaucoup. Celui que j'ai suivi avec l'Université Laval, c'était vraiment axé sur les sociétés d'État. C'était une belle formation offerte avec un soutien du gouvernement. Et j'ai appris énormément, inclusivement de gouvernance des OBNL que j'étais intéressée par. Dans mon cas particulier, moi, j'ai une sorte de privilège parce que j'ai un accès à la formation sur le terrain, de certaine manière, par mon travail, parce qu'on offre une certification ou un agrément en gouvernance au BNL, et par le biais de mon travail, j'apprends beaucoup de choses opérationnelles, de choses peut-être qui ne sont pas accessibles ouvertement à tous. Mais il y a beaucoup d'organisations comme Espace OBNL qui offrent des formations. Il n'y a pas vraiment dans ces jours-là qu'on vit des excuses d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est disponible, gratuit même. Non, c'est juste... j'ai effectivement suivi la même formation au niveau des sociétés, de la gouvernance des sociétés d'État. L'Université de Laval, il faut savoir aussi qu'il y a McGill qui offre aussi une formation qui ressemble à celle de l'Université de Laval. Après, effectivement, en ligne, il y a la possibilité d'aller se former. Mais même lorsqu'on rejoint un conseil d'administration, parfois il y a des initiatives qui sont prises pour renforcer les capacités justement de ces CA-là, par des formations qui sont aussi menées sur certains sujets dans certains domaines. Donc, c'est pas non plus, on va dire, un préalable obligatoire pour siéger dans un conseil d'administration, parce que tant que on a une connaissance de comment les choses se passent fonctionnellement, et puis que, à mon sens, il faut peut-être quelques éléments comme il y a l'écoute. Une fois qu'on a certains aspects qu'on a acquis en termes de justement de comment est-ce qu'il faut procéder et tout, on a la possibilité de rejoindre dès à présent des conseils d'administration. Il ne faut pas que ce soit un blocage ou un bloquant pour les gens de se dire je n'ai pas été formé donc je ne peux pas y aller. Non, on peut y aller et puis on peut se former en parallèle. Et d'ailleurs, parfois, c'est même mieux parce qu'on est dans une situation qu'on vit, un contexte particulier, etc. Et puis, c'est beaucoup plus concret. Ensuite, ce que l'on va ce qu'on va nous donner comme information, ça va résonner davantage parce que on le transpose immédiatement dans notre expérience, dans le vécu que l'on a pendant qu'on siège dans des conseils d'administration. Donc, c'est une chose qui est importante.
Après, ça dépend aussi de chaque personne parce qu'il y en a qui vont arriver qui ont déjà siégé dans des conseils d'administration. Donc, pour ces dernières-là, ça va être peut-être une mise à niveau, un ajustement, alors qu'il y en a d'autres, ils ont vraiment tout à apprendre. Donc, c'est là où on va dire, OK, c'est vraiment important de vous former parce que franchement, si on veut être utile dans un conseil d'administration, c'est pas non plus dire que j'ai juste un siège et puis je suis présent. Ça prend quand même certaines choses et puis on peut pas les inventer. Il faut qu'on aille les chercher. Puis ça dépend aussi de la composition du conseil d'administration. J'imagine s'il y a déjà plusieurs personnes qui ont un bon bagage en gouvernance et qui ont suivi des formations, c'est peut-être plus facile d'intégrer une nouvelle recrue qui a moins de formation. Par contre, si on se retrouve tous autour de la table avec peu ou pas de formation, ça peut amener un lot de défis de gouvernance. C'est certain. Oui, toute la planification de la relève même de CA, c'est tout aspect à considérer. Oui. Au niveau de la diversité dans les conseils d'administration, on en parle beaucoup. L'actualité nous amène beaucoup sur ces questions-là également. Est-ce que vous avez pu constater dans certains conseils d'administration, particulièrement ceux où il y a peu de diversité, parce que je pense que la dynamique est différente si c'est une organisation, par exemple, qui travaille principalement avec les membres d'une certaine communauté. Mais est-ce que vous avez constaté des situations où le fait d'avoir une certaine diversité au conseil d'administration a amené un nouvel éclairage, une nouvelle façon de faire, enrichi les décisions qui ont été prises? Ben, moi, je crois que c'est peut-être aussi, là, on parle de notre expérience hein, à nous tous, hein, c'est-à-dire que si on fait partie d'un conseil d'administration, en tout cas, c'est le constat que je fais me concernant, c'est que la diversité, il faut qu'on la voit comme une richesse. Donc ça, c'est quelque chose au sein des équipes d'administrateurs qu'on rejoint, ben, on apporte une manière parfois différente de voir les choses. On apporte aussi un vécu qui peut être différent. Bon, moi, j'ai la chance, c'est vrai, d'être originaire d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aussi voyagé dans le cadre de mon travail et tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on intègre le fait il y a plusieurs manières, des fois, d'aborder un sujet ou bien d'apporter des solutions. Et ça, pour un conseil d'administration qui est ouvert, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, en fait, d'écouter et puis de voir comment de l'insérer dans les réflexions. Parce que ben, justement, cette manière de faire les choses différemment, cette manière de résoudre les problèmes différemment, etc., fait que on peut des fois arriver à solutionner trouver des solutions à des défis ou des enjeux auxquels on était confronté, mais sur lesquels on n'arrivait pas parce que ça me fait un peu penser à Einstein qui dit, ben, si on utilise tout le temps la même manière de fonctionner, il ne faut pas s'étonner si le résultat il est le même. Donc c'est un peu ça, nous, on permet de faire en sorte que les résultats soient différents. Donc moi, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment apporter de la richesse au niveau des conseils d'administration. Oui, moi, je milite toujours pour la diversité dans tout, au sein du CA, aux équipes opérationnelles. Et cette diversité peut avoir différentes formes. C'est très important, par exemple, pour moi, de toujours militer pour d'avoir un représentant de la communauté cancer. De s'assurer que, oui, c'est super d'avoir des femmes, des hommes qui travaillent tous ensemble. Il y a toutes sortes de diversité ethnoculturelle, vécue, etc. Donc, si on mélange des gens avec différents apports basés sur leur expérience de vie, etc., donc c'est juste enrichir les choses parce que effectivement, on voit tous le monde différent. Et on apporte des expériences différentes, juste le fait d'avoir un vécu différent, ça apporte un autre genre de conversation et dialogue. Donc, on peut apporter différentes idées. Donc, il faut militer d'abord, de voir la diversité dans toutes ses formes et d'essayer de le construire au sein de toutes sortes d'organisations et équipes. Oui. Et je crois qu'il y a un gros travail en fait de sensibilisation à faire justement au sein de l'écosystème là, en expliquant au conseil d'administration parce que des fois c'est quelque chose que
peut-être les administrateurs ou les conseils d'administration ne vont pas réaliser et tout. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Concertation Montréal, par exemple, la mission, c'est un peu ça, hein, c'est de dire, ben, il y a de la diversité qui est là, ça peut être un atout ou un avantage pour la gouvernance, hein, au niveau des CA et tout ça. Donc, des initiatives comme celle aujourd'hui du CACI, ça fait que ça aide à non seulement envoyer des messages à ceux qui veulent faire partie de ces conseils d'administration-là, mais il ne faut pas oublier de l'autre côté ceux-là qui, justement, constituent ces conseils d'administration-là et puis qui peuvent accueillir, en fait, cette population immigrante bien de la diversité qui peut vraiment apporter quelque chose. Oui, c'est difficile. Je comprends, on a la tendance de toujours faire affaire ou de s'entourer avec des gens qui nous rassemblent. C'est la plus facile de choses à faire parce que c'est évident. On tous font la même chose, c'est humaine. Mais on se rend compte que si on sort un peu de notre propre horizon, qu'on essaie d'apprendre la réalité d'autres personnes, ça juste enrichit les choses. Et ça a été toujours... j'ai vu ça au sein de mes CA et en général dans mes expériences. C'est vraiment l'effet de ghetto dont tu parlais, Oui. où les gens se retrouvent vraiment entre eux dans leur communauté, alors que un des avantages que l'on a à aller voir ailleurs, c'est que justement... on crée cette bascule-là. Hein. Ouais. Donc, il faut vraiment sortir. Il faut sortir de sa zone de confort et puis aller voir au-delà de son périmètre d'origine. Là. C'est très important. J'imagine en arrivant, c'est plus rassurant, par exemple, d'être entouré des gens de la communauté parce qu'on a vécu une expérience commune. C'est peut-être quelque chose de transitoire parce que éventuellement, on va devoir ouvrir notre réseau justement pour accéder à plus d'opportunités, notamment si on est entrepreneur, on ne veut pas se limiter à une petite communauté. Donc, il y a peut-être aussi une transition qu'on va faire ou certains services qui sont plus faciles à aller chercher au sein de gens avec qui on partage peut-être davantage d'expériences communes. Les gens qui nous écoutent s'intéressent au conseil d'administration parce qu'ils écoutent la balado, mais auriez-vous des conseils à leur partager? Ce sont des gens qui, pour certains et certaines, recherchent un premier conseil d'administration, donc ont écouté les balados, ont participé aux formations. Il y a également une trousse d'outils qui va être produite par le CACI dans le cadre du projet « Je suis présent et je m'implique ». Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Puis on va terminer là-dessus parce qu'on arrive vers la fin de la balado. Donc, 2-3 conseils peut-être que vous auriez aimé avoir avant peut-être d'accepter un premier mandat dans un conseil d'administration. D'accord. Mais juste un mot par rapport à ce que tu disais juste avant qu'on clôture. Les gens peuvent effectivement arriver et puis être dans leur environnement immédiat, mais en même temps, ils peuvent essayer d'aller voir ailleurs. C'est quelque chose qui peut être fait en même temps. Maintenant, par rapport à ta question sur les conseils d'administration, moi, je pense que déjà, il faut qu'on démystifie, en fait, des fois les conseils d'administration et puis tout ça. Et puis dire aux gens que parce qu'il y a beaucoup de pression aussi, quand on est issu de la diversité et puis qu'on rejoint des conseils d'administration, le fait d'être différent, immédiatement, c'est vrai que les gens vont vous regarder et puis ils vont attendre de voir qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous apportez, etc. et tout. Donc, c'est sûr qu'on aura peut-être un peu plus des regards et puis de l'écoute et puis donc de la curiosité par rapport à ce qu'on dit, comment on se comporte. Je parlais des 3 S tantôt, là, c'est vraiment là où on va être vraiment un peu plus évalué, peut-être. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je pense que l'authenticité est vraiment importante. C'est-à-dire que on est soi-même et puis on apporte, d'être conscient qu'on apporte quelque chose, c'est vraiment important. Un conseil d'administration, ce qu'on peut apporter, les 2 choses fondamentales, c'est contribuer à faire en sorte que la supervision d'une organisation soit bonne, soit effectuée comme il se doit. Et puis, deuxièmement, apporter de la valeur ajoutée. Donc, créer de la valeur ajoutée. Et donc là, au niveau de la diversité, on a vraiment une belle opportunité pour
apporter cette valeur ajoutée-là qui est différente. Donc, l'authenticité est importante. Et puis, on parle parfois beaucoup du syndrome de l'imposteur. OK? Ça aussi, démystifier ce concept-là. Parce que des fois, moi, je vois des personnes qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur, mais qui sont timides juste de nature. C'est pas parce qu'on est timide qu'on a le syndrome de l'imposteur, mais on met un peu tout dans ce concept-là. Et donc, c'est important qu'on se détache de ça pour se dire, OK, on est authentique. On a beaucoup d'écoute aussi, parce qu'une fois qu'on a de l'écoute, et quand je parle d'écoute, c'est vraiment au sens large, l'observation, avoir la capacité de bien comprendre les gens, de bien comprendre les situations, ben, une fois qu'on comprend les choses, et puis qu'on a du bon sens, là, généralement, on apporte des solutions. Mais si on ne comprend pas, ben, là, c'est sûr qu'on va passer à côté. Donc, l'écoute et l'intelligence émotionnelle dans un conseil d'administration, c'est vraiment important. Et on ne va pas non plus dans un conseil d'administration où on ne maîtrise pas son affaire. Donc, il faut vraiment avoir une certaine expertise, une certaine compétence, une certaine chose qu'on apporte. Parce que, bon, pour citer quelqu'un d'autre, Abraham Lincoln, qui disait, ben, vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance et vous verrez. Donc, c'est-à-dire, en tant que conseil d'administration, si on se loupe en tant que conseil d'administration par rapport à une organisation que l'on supervise et puis à laquelle on apporte de la valeur ajoutée, ben après, c'est vraiment toutes les orientations, on s'est trompé, etc. Donc, c'est important de s'assurer qu'on apporte vraiment quelque chose aussi en termes de savoir. Bon, moi, je crois que ce sont des éléments qui sont fondamentaux quand même. Et puis, c'est ça qui fait en sorte que, bon, là où on ira, ben, sur la base de ça, on saura qu'il faut vraiment apporter quelque chose. Je pense que nous ne sommes pas des ambassadeurs pour rien. C'est-à-dire, c'est vraiment pour dire que on est conscient de ça, et puis ben, quand on arrive quelque part, ben, il faut tout simplement faire la différence de cette manière-là. Bon, juste en ajoutant que Ali disait, quelqu'un qui est curieux peut juste aller se poser des questions et essayer de parler aux gens qui déjà siègent sur le CA, de poser des questions, comment l'expérience se passe pour eux, d'essayer de comprendre le rôle et tout de qu'il il s'agit de siéger sur une CA. Aussi, s'il y a une mission ou une organisation qui les interpelle, ils peuvent bien sûr aller chercher d'autres membres du CA qui déjà siègent sur le CA de cette organisation, de leur parler. Aussi, pas tous les CA, mais je pense que la majorité des CA sont ouverts d'accueillir quelqu'un comme conseiller ou observateur pendant les réunions. Donc, une personne peut même aller peut-être aux certaines séances du CA, de voir quelle est la dynamique, comment ça se passe, juste de comprendre avant de s'engager à temps plein. Donc, ça pourrait être aussi quelque chose qu'ils peuvent essayer. Ils peuvent s'informer, suivre des formations qui peuvent donner des idées. Mais je pense que aussi, si quelqu'un est curieux par ça, d'aller de parler aux personnes, je pense que ça peut être vraiment aider d'avoir un portrait plus complet de qu'est-ce qu'il s'agit. Et ensuite, juste essayer. Et si on essaie de siéger sur un CA, c'est pas que, comme Ali disait tout avant, qu'on ne doit pas rester là toute notre vie. Ça peut être juste une certaine période, on contribue, on essaie d'apporter de valeur et ensuite on part. C'est normal, c'est aussi normal. Christina, Ali, merci énormément d'avoir participé à cette deuxième balado. J'espère que votre expérience aura été une source d'inspiration pour les gens qui nous écoutent. On espère que vous aurez envie de faire partie de conseil d'administration, de vous engager en gouvernance. Le Québec a besoin de ce grand bassin de talents qui demeure encore jusqu'à présent trop peu utilisé, celui de la diversité. Le CACI est engagé dans le projet Je suis présent et je m'implique là, depuis 1 an maintenant. Il y a beaucoup de ressources qui sont partagées en ligne, notamment pour accéder à des formations. Donc, je vous invite à visiter le site Internet du CACI pour en savoir plus, puis au plaisir de vous revoir peut-être dans une autre balado éventuellement. Au revoir.